Le 20 juin 1961, sous un ciel parfaitement bleu de l'Auvergne, le père François Lavigne disparaît en pleine procession de la Fête-Dieu devant plus de 300 fidèles. Un instant, il portait le saint calice doré au-dessus de sa tête, marchant solennellement à travers les rues pavées de Saint-Nectaire. L'instant suivant, il n'était plus là. Comme si la terre elle-même l'avait avalé, les témoins jurèrent avoir entendu un bruit sourd, un cri étouffé, puis plus rien. Le calice sacré, ce précieux objet du XVIe siècle, offert à la paroisse par une famille noble, disparut avec lui. Pendant 28 années, les habitants de cette petite commune thermale gardèrent ce mystère au fond de leur cœur, se demandant ce qui avait pu arriver à leur bien-aimé curé. Certains croyaient qu'il avait fui un passé trouble. D'autres pensaient qu'il avait été enlevé. Les plus superstitieux murmuraient qu'une force obscure l'avait emporté en punition de quelque péché caché. Mais en 1989, lors de la démolition d'un mur de l'ancienne sacristie, des ouvriers découvrirent le calice, et avec lui, une vérité qui glacera le sang de toute une communauté. Comment un homme peut-il disparaître devant des centaines de témoins sans laisser la moindre trace? Et pourquoi son calice se trouvait-il là où personne n'aurait jamais pensé à chercher? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Saint-Nectaire, niché au cœur du Puy-de-Dôme, était en 1961 une commune paisible de 1200 habitants. Connue pour ses sources thermales depuis l'époque romaine et son fromage réputé, la ville vivait au rythme des saisons et de la foi catholique qui imprégnaient chaque aspect de la vie quotidienne. Les maisons de pierre volcanique grise s'accrochaient aux pentes des collines, dominées par l'imposante église romane du XIIe siècle qui veillait sur la communauté depuis des siècles. Le père François Lavigne était arrivé à Saint-Nectaire en 1946, juste après la fin de la guerre. À l'époque, c'était un jeune prêtre de 27 ans, ordonné dans la précipitation des derniers mois du conflit. Grand et mince, avec des yeux gris perçants et une voix grave qui résonnait magnifiquement dans les voûtes de pierre de l'église, il avait rapidement conquis les cœurs des paroissiens. Contrairement à son prédécesseur, un vieil homme austère qui terrorisait les enfants au catéchisme, François Lavigne apportait une chaleur humaine à son ministère. Les anciens du village se souvenaient comment il avait transformé le presbytère froid et sombre en un lieu accueillant. Il organisait des goûters pour les enfants le jeudi après-midi, aidait les fermiers pendant les moissons, visitait les malades à toute heure du jour et de la nuit. Sa porte restait toujours ouverte et son confessionnal ne désemplissait jamais le samedi soir. Les femmes du village appréciaient sa gentillesse, les hommes respectaient sa discrétion et les jeunes admiraient sa capacité à écouter sans juger. Mais derrière cette façade de dévotion exemplaire, François Lavigne cachait une âme tourmentée. Ceux qui le connaissaient vraiment, comme Marguerite Fontaine, la gouvernante et sacristine qui travaillait au presbytère depuis 1953, savaient qu'il souffrait de terribles insomnies. Elle l'entendait souvent marcher dans sa chambre jusqu'aux premières heures de l'aube, arpentant le plancher qui grinçait au premier étage. Parfois, elle le trouvait endormi à son bureau, la tête posée sur des lettres qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Marguerite Fontaine elle-même portait le poids d'un deuil qui ne s'atténuait jamais. Veuve depuis 1944, quand son mari Robert était mort à Monte Cassino, elle avait trouvé dans le service de l'Église une raison de continuer à vivre. Ses cheveux noirs étaient devenus prématurément gris et son visage anguleux portait les marques d'une tristesse permanente. Mais ses mains travaillaient sans relâche, polissant les chandeliers, repassant les nappes d'autel, arrangeant les fleurs avec une précision presque obsessionnelle. Son dévouement à l'Église était absolu, presque excessif selon certaines commères qui murmuraient qu'elle était un peu trop attachée au père Lavigne. La paroisse comptait également parmi ses membres les plus actifs Monsieur et Madame Chapelle, un couple de commerçants qui tenaient l'épicerie principale sur la place du village.
Lui, Marcel Chapelle, était un homme trapu aux joues rouges qui sentait toujours légèrement le vin rouge. Elle, Simone, une femme rondelette au sourire perpétuel, dirigeait d'une main de fer les diverses associations paroissiales. Leur boutique servait de point central pour toutes les nouvelles et tous les ragots de Saint-Nectaire. Il y avait aussi le docteur Gaston Mercier, un homme sévère d'une 60aine d'années qui avait son cabinet dans une grande maison près des Thermes. Ancien médecin militaire, il gardait une raideur dans son maintien et une précision presque militaire dans ses gestes. Il assistait à la messe tous les dimanches, toujours assis au même endroit, 3e banc à droite, mais on sentait que c'était plus par convention sociale que par véritable foi. L'instituteur, M. Vincent Arnaud, représentait une voix plus laïque dans cette communauté profondément catholique. La trentaine, arrivé à Saint-Nectaire en 1958, il entretenait des rapports courtois mais distants avec le père Lavigne. Les deux hommes se respectaient, mais incarnaient des visions différentes de l'éducation et de la société. Arnaud croyait au progrès et à la raison. Lavigne prêchait la tradition et la foi. Mais le personnage le plus important dans cette histoire, celui dont la présence allait tout changer, était Antoine Lavigne, le neveu du père François. Orphelin à l'âge de 12 ans après un accident de voiture qui avait tué ses parents en 1957, le garçon était venu vivre au presbytère avec son oncle. C'était un adolescent difficile, aux cheveux noirs perpétuellement en bataille, avec des yeux sombres qui reflétaient une colère sourde. À 16 ans, en 1961, Antoine était devenu le sujet de nombreuses conversations inquiètes parmi les paroissiens. Il séchait régulièrement les cours, fumait en cachette derrière l'église, et on l'avait vu plusieurs fois en compagnie de jeunes considérés comme peu fréquentables à Clermont-Ferrand. Les relations entre l'oncle et le neveu étaient tendues, chacun dans le village le savait. On entendait parfois des éclats de voix venant du presbytère, des portes claquées avec violence. Marguerite Fontaine essayait de jouer les médiatrices, préparant les plats préférés d'Antoine, tentant de créer des moments de paix familiale. Mais le fossé se creusait inexorablement entre le prêtre vieillissant et le jeune homme rebelle qui refusait la destinée pieuse que son oncle semblait vouloir lui imposer. Le 20 juin 1961 était un jeudi, jour de la fête Dieu, l'une des célébrations les plus importantes du calendrier liturgique catholique. Depuis des semaines, toute la paroisse se préparait pour la grande procession qui devait traverser les rues principales de Saint-Nectaire. Les femmes avaient confectionné des reposoirs fleuris à chaque coin de rue, des tentures blanches et dorées ornaient les façades des maisons et un tapis de pétales de roses avait été préparé pour tracer le chemin que suivrait le Saint-Sacrement. La journée avait commencé sous les meilleurs auspices. Un soleil radieux inondait la vallée, et une légère brise venue des montagnes apportait l'odeur fraîche des pins et des prairies fleuries. La température était parfaite, ni trop chaude, ni trop fraîche, exactement comme les habitants l'espéraient depuis des jours. Le père François s'était levé à 5 heures du matin, comme tous les jours. Marguerite Fontaine, arrivée au presbytère à 5h30 pour préparer le petit déjeuner, l'avait trouvé déjà habillé, assis dans son bureau, feuilletant nerveusement un vieux registre paroissial. Elle se souvint plus tard de son visage pâle, de ses mains qui tremblaient légèrement quand il porta sa tasse de café à ses lèvres. « Vous n'avez pas bien dormi, mon père ?» avait-elle demandé avec inquiétude. « Non, Marguerite, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, beaucoup trop réfléchi. »« À quoi, mon père ?» Il avait hésité, ouvert la bouche comme pour parler, puis s'était ravisé. « À rien d'important. Juste les tracas habituels. Où est Antoine ? Encore au lit, je suppose. Vous voulez que je monte le réveiller ? Laissez-le dormir. Il n'assistera probablement pas à la procession de toute façon. » Il y avait eu une amertume dans sa voix que Marguerite n'avait pas l'habitude d'entendre. Le père Lavigne était généralement patient avec son neveu, même quand le garçon le décevait. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. À 9 heures, la messe solennelle avait commencé. L'église était remplie à craquer, les fidèles débordant jusque sur le parvis. Le père François avait célébré l'office avec sa dignité habituelle, mais plusieurs personnes remarquèrent plus tard qu'il semblait distrait,
qu'il avait hésité à plusieurs reprises dans les prières qu'il connaissait pourtant par cœur. Après la messe, vers 10h30, la procession s'était organisée. En tête marchaient les enfants de chœur, portant la croix et les chandeliers. Suivaient les jeunes filles de la communion solennelle dans leurs robes blanches immaculées, puis les membres de diverses confréries avec leurs bannières colorées. Les hommes du conseil de fabrique encadraient le cortège, veillant à ce que tout se déroule dans l'ordre. Et au centre de tout cela, sous le dais de velours rouge brodé d'or que 4 notables portaient, marchait le père François Lavigne, tenant à bout de bras l'ostensoir, contenant l'hostie consacrée. Mais c'était le calice qui attirait tous les regards. Ce magnifique objet du XVIe siècle, en or massif orné de pierres semi-précieuses, était normalement conservé dans le coffre-fort de la sacristie. Il n'était sorti que pour les grandes occasions, et la Fête-Dieu en faisait partie. Le père François l'avait lui-même préparé ce matin-là, refusant l'aide de Marguerite, insistant pour le nettoyer et le polir de ses propres mains. La procession avait quitté l'église à 11 heures précises, descendant la rue principale sous les chants et les prières. Les cloches sonnaient à toute volée, leurs carillons résonnant dans toute la vallée. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, non seulement les habitants de Saint-Nectaire, mais aussi des visiteurs venus des communes voisines et même quelques curistes en convalescence au terme. Tout se passait parfaitement. Le cortège avait fait une première halte devant le reposoir installé devant la mairie, où le père François avait donné la bénédiction. Puis ils avaient continué vers la place du marché, s'arrêtant devant le second reposoir, près de la fontaine communale. Les voix s'élevaient dans les cantiques traditionnels, et l'encens parfumait l'air de son odeur âcre et sacrée. C'est en remontant vers l'église, dans une rue étroite bordée de maisons anciennes, appelée la rue des Tanneurs, que l'impensable se produisit. Il était environ 11h45. La procession venait de passer devant la vieille tannerie abandonnée, un bâtiment délabré aux volets fermés que la municipalité projetait de démolir depuis des années. Le cortège serpentait lentement, les fidèles chantaient le Tantum ergo, et le père François marchait d'un pas mesuré sous le dais. Plusieurs témoins se souvinrent plus tard d'un détail étrange. Au moment de passer devant la tannerie, le père François avait tourné la tête vers le bâtiment, comme s'il avait entendu quelque chose ou vu quelqu'un. Son visage, habituellement serein pendant les offices, s'était crispé, ses mains avaient tremblé et l'ostensoir avait vacillé dangereusement. Madame Dupré, qui marchait juste derrière le dais, raconta aux enquêteurs « Il a regardé vers cette vieille porte sur le côté de la tannerie, vous savez, celle qui donne sur la ruelle. J'ai vu son visage devenir blanc comme un linge. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. À ce moment précis, il y eut une sorte de confusion. Plusieurs enfants de chœur butèrent les uns contre les autres. L'un d'eux laissa tomber son chandelier avec un bruit métallique qui résonna dans la rue étroite. Les porteurs du dais s'arrêtèrent brusquement. Pendant quelques secondes, peut-être 10 ou 15 au maximum, l'attention générale fut détournée par ce petit incident. Quand les choses se calmèrent et que le cortège reprit sa progression, le père François Lavigne n'était plus là. Le dais était vide. L'ostensoir gisait sur les pavés, miraculeusement intact, et le calice sacré avait disparu avec le prêtre. Ce fut d'abord un murmure de surprise, puis des exclamations inquiètes, et finalement un chaos total. Les gens se bousculaient, regardaient de tous côtés, appelaient le père François. Certains pensèrent qu'il s'était senti mal et s'était retiré pour se reposer. D'autres imaginèrent qu'il était entré dans une maison pour une urgence. Mais personne ne l'avait vu partir. Marcel Chapelle, qui portait le dais côté gauche, jura plus tard « Je ne l'ai pas quitté des yeux pendant toute la procession, sauf ces quelques secondes quand les enfants ont trébuché. C'est impossible qu'il ait pu disparaître si vite. Il aurait fallu qu'il court, et quelqu'un l'aurait forcément vu. » La ruelle, derrière la tannerie, fut immédiatement inspectée. Elle était déserte, sans aucune trace de passage récent dans la poussière qui s'y était accumulée. Les portes et fenêtres de la tannerie étaient fermées de l'intérieur, cadenassées depuis des mois. Il était physiquement impossible que quelqu'un y soit entré rapidement.
On fouilla chaque maison de la rue des Tanneurs. On interrogea tous les habitants. Personne n'avait rien vu, rien entendu d'inhabituel. Le père François s'était littéralement volatilisé au milieu d'une foule de 300 personnes, en plein jour, dans une rue étroite d'où il était impossible de s'échapper sans être vu. À midi, le maire avait contacté la gendarmerie de Issoire. À 13 heures, les premiers gendarmes arrivaient sur place. À 15 heures, la brigade criminelle de Clermont-Ferrand avait été alertée. Et avant la tombée de la nuit, l'inspecteur Henri Lambert, un homme méthodique d'une quarantaine d'années au visage carré et aux yeux d'un bleu glacial, prenait en charge l'enquête la plus étrange de sa carrière. Les premières 48 heures après la disparition du père François furent marquées par une activité fébrile. L'inspecteur Lambert établit son quartier général dans la salle des fêtes de la mairie et interrogea systématiquement tous les participants à la procession. Les gendarmes ratissèrent les environs, explorant chaque grange, chaque cave, chaque recoin où un homme aurait pu se cacher ou être caché. Des chiens pisteurs furent amenés de Clermont-Ferrand, mais ils perdirent la trace exactement au point où le père François avait disparu, comme si l'homme s'était envolé dans les airs. La théorie initiale de l'enlèvement sembla rapidement peu plausible. Comment enlever un homme au milieu d'une foule sans que personne ne remarque rien? Il aurait fallu une organisation considérable, plusieurs complices, un véhicule, mais aucun véhicule suspect n'avait été signalé dans les environs ce jour-là. Les routes menant à Saint-Nectaire avaient été empruntées uniquement par des habitants connus ou des touristes facilement identifiables. L'hypothèse de la fugue volontaire fut alors explorée avec plus d'attention. Lambert fouilla méticuleusement le presbytère, avec l'aide inquiète de Marguerite Fontaine qui ne cessait de répéter « Le père François n'aurait jamais abandonné sa paroisse, jamais, c'était toute sa vie ». Pourtant, ce que l'inspecteur découvrit dans le bureau du prêtre souleva des questions troublantes. Dans un tiroir fermé à clé que Marguerite affirma n'avoir jamais ouvert, Lambert trouva une correspondance qui révélait un aspect méconnu du père François. Des lettres venant de Paris, signées par une certaine Hélène, évoquaient un passé commun avant son ordination, des sentiments qui n'avaient jamais complètement disparu, des regrets inavoués. « Marguerite ?» demanda Lambert en lui montrant les lettres. « Saviez-vous que le père François entretenait une correspondance avec une ancienne connaissance à Paris ?» La gouvernante devint livide. Ses mains se mirent à trembler. « Non, il ne m'en a jamais parlé. Qui est cette Hélène ?» Les investigations révélèrent qu'Hélène Rousseau était une femme que François avait connue avant la guerre, quand il était encore étudiant en médecine à Paris. Ils avaient été fiancés. Puis la guerre était venue, et François avait vécu des expériences qui l'avaient transformé. Au lieu de reprendre ses études de médecine, après la libération, il était entré au séminaire. Hélène s'était mariée avec un autre homme, mais elle n'avait jamais complètement oublié François. Ses lettres, bien que nostalgiques, ne contenaient rien de compromettant. Elles parlaient de souvenirs, de chemins différents pris par la vie, de ce qui aurait pu être. La dernière lettre datait de 3 mois avant la disparition. Hélène y annonçait que son mari était décédé et qu'elle se sentait terriblement seule. Lambert se rendit à Paris pour interroger Hélène Rousseau. C'était une femme élégante, d'une 50aine d'années, qui vivait dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement. Elle pleura en apprenant la disparition de François. « Je l'aimais encore, inspecteur. Après toutes ces années, je l'aimais encore. Mais il avait choisi Dieu, et je respectais ce choix. Nos lettres étaient juste une façon de maintenir un lien, rien de plus. Je ne l'ai pas revu depuis 1946. Il ne vous avait pas proposé de venir le rejoindre, de tout abandonner pour être avec vous? Jamais. François était dévoué à sa vocation. C'est précisément cette dévotion qui me le rendait encore plus cher. Non, inspecteur, si François a disparu, ce n'est certainement pas pour me rejoindre. » De retour à Saint-Nectaire, Lambert dut se rendre à l'évidence. Cette piste ne menait nulle part. Mais elle avait tout de même semé le doute dans la communauté. Le parfait père François avait eu un amour dans sa vie. Cette révélation, bien qu'innocente, ternissait légèrement l'image du saint homme.
L'attention se tourna alors vers Antoine, le neveu. Le jeune homme fut interrogé à plusieurs reprises. Il était rentré au presbytère vers 13 heures le jour de la disparition, affirmant avoir passé la matinée à Murol, un village voisin, chez un ami. L'alibi fut vérifié et confirmé. Antoine semblait sincèrement bouleversé par la disparition de son oncle, malgré leur relation tendue. « On se disputait, c'est vrai », admit-il en pleurant lors d'un interrogatoire. « Il voulait que je devienne prêtre moi aussi, et moi je voulais juste vivre ma vie. Mais je l'aimais, inspecteur. C'était mon oncle, le seul famille qui me restait. Je ne lui aurais jamais fait de mal. » Lambert crut le garçon. Il y avait une authenticité dans son chagrin qui ne pouvait être feinte. De plus, comment Antoine, qui n'était même pas présent à la procession, aurait-il pu faire disparaître son oncle au milieu d'une foule? Les semaines passèrent, puis les mois. L'enquête piétinait. La disparition du père François Lavigne devint l'un de ces mystères non résolus qui hantent une communauté pendant des générations. Aucun corps ne fut retrouvé. Le calice sacré resta introuvable malgré toutes les recherches. L'Église envoya un nouveau prêtre à Saint-Nectaire, le père Luc Gaillard, un homme jeune et dynamique qui tenta de ramener la normalité dans la paroisse traumatisée. Mais la vie avait changé pour tous ceux qui avaient été proches du père François. Marguerite Fontaine perdit sa joie de vivre. Elle continua à travailler au presbytère, servant le nouveau curé avec la même efficacité. Mais quelque chose s'était éteint en elle. Elle maigrissait à vue d'œil. Ses cheveux gris devinrent blancs, et elle développa une habitude obsessionnelle de visiter l'église, à des heures étranges, parfois au milieu de la nuit, pour prier devant l'autel où le père François avait célébré tant de messes. Antoine, lui, sembla mûrir du jour au lendemain. Le jeune rebelle disparut, remplacé par un jeune homme sérieux et travailleur. Il termina ses études, devint comptable et s'installa à Clermont-Ferrand. Mais il revenait régulièrement à Saint-Nectaire, visitant la tombe symbolique que la paroisse avait érigée dans le cimetière pour le père François. Une simple stèle de granit avec son nom, ses dates de naissance et d'ordination, et ses mots « Disparu le 20 juin 1961, que Dieu accueille son âme ». Pour le docteur Mercier, la disparition confirma son scepticisme envers la religion. Si Dieu existait vraiment, disait-il au café du village, il n'aurait pas laissé disparaître un de ses serviteurs les plus fidèles de manière aussi cruelle, sans explication, sans même un corps à enterrer dignement. Les chapelles, le couple d'épiciers, transformèrent l'événement en attraction morbide. Leur boutique devint le lieu où les touristes venaient chercher des informations sur le curé disparu. Marcel racontait l'histoire avec force, détails dramatiques, certains véridiques, d'autres largement embellis. Simone vendait des cartes postales de l'église et des photos de la procession prise juste avant la disparition. L'instituteur Vincent Arnaud fut l'un des rares à garder la tête froide. Il enseignait à ses élèves qu'il fallait toujours chercher des explications rationnelles, que les mystères n'étaient que des problèmes pas encore résolus. Mais même lui devait admettre, dans ces moments de doute nocturne, qu'il ne voyait aucune explication rationnelle à ce qui s'était passé. Les années s'écoulèrent, 1962, 63, 64. Les touristes continuaient à venir au terme de Saint-Nectaire, attirés maintenant autant par le mystère du curé disparu que par les eaux curatives. Des journalistes vinrent à plusieurs reprises, écrivant des articles sensationnalistes dans des magazines à faits divers. Un écrivain publia même un livre intitulé « Le mystère du calice d'or », qui mélangeait faits réels et spéculations fantaisistes. En 1963, un incendie détruisit partiellement l'ancienne sacristie de l'église. Le feu avait pris dans la nuit, d'origine apparemment accidentelle selon les pompiers. La partie du bâtiment la plus endommagée fut condamnée, jugée trop dangereuse et trop coûteuse à réparer pour une petite paroisse. On construisit une nouvelle sacristie moderne sur le côté opposé de l'église. Marguerite Fontaine mourut en 1979, à l'âge de 56 ans seulement, d'un cancer qui la consuma en quelques mois. Sur son lit de mort, elle demanda à voir Antoine, maintenant un homme de 34 ans marié avec 2 enfants.
J'ai quelque chose à te dire, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, à propos de ton oncle, le jour de sa disparition. Mais avant qu'elle puisse continuer, une quinte de toux la secoua. Quand elle retrouva son souffle, son esprit sembla s'égarer. Elle parla de fleurs à arranger, de nappes à repasser, de cloches qui sonnaient. Puis elle s'endormit et ne se réveilla jamais. Antoine resta hanté par ces dernières paroles. Que voulait-elle lui révéler? Savait-elle quelque chose qu'elle avait caché pendant toutes ces années? Mais il était trop tard maintenant. Le secret, s'il y en avait un, était mort avec elle. L'inspecteur Lambert, lui, prit sa retraite en 1975. Le dossier du père François Lavigne resta ouvert, techniquement, mais personne n'y travaillait plus activement. Dans son discours de départ, Lambert admit « Dans ma carrière, j'ai résolu 87 affaires sur 89. Les 2 échecs qui me hanteront toujours sont une disparition d'enfant en 1954 et celle du père François Lavigne. Je pars à la retraite sans avoir compris ce qui s'est passé ce jour de juin 1961. Le 20e anniversaire de la disparition, en 1981, fut marqué par une messe commémorative. Une centaine de personnes y assistèrent, beaucoup moins que lors de la procession fatidique. Les témoins directs vieillissaient. Certains étaient morts, d'autres avaient quitté Saint-Nectaire. Les souvenirs s'estompaient, se transformaient, se teintaient de mythologie. Mais le mystère demeurait, vivant dans l'inconscient collectif du village. Les enfants se racontaient l'histoire du curé fantôme qui entrait la rue des Tanneurs. Les vieux du village continuaient à spéculer autour d'un verre de picombière au café de la place. Et personne n'avait oublié le magnifique calice d'or qui avait disparu ce jour-là. L'hiver de 1989 fut particulièrement rigoureux en Auvergne. Les températures descendirent à -15 degrés en janvier, et la neige s'accumula en couches épaisses sur les toits et dans les rues de Saint-Nectaire. C'est ce froid intense qui révéla un problème structurel grave dans l'église romane. Des infiltrations d'eau gelée avaient fragilisé certains murs et des fissures inquiétantes étaient apparues dans la partie la plus ancienne du bâtiment. En mars, quand la fonte des neiges aggrava encore la situation, le maire décida qu'il fallait agir rapidement. Une inspection complète révéla que l'ancienne sacristie condamnée depuis l'incendie de 1963 présentait un risque d'effondrement. La municipalité alloua un budget d'urgence pour démolir cette partie dangereuse du bâtiment et renforcer les fondations adjacentes. L'entreprise Gérard Frères, une société de construction de Clermont-Ferrand, fut chargée des travaux. Les ouvriers arrivèrent début avril, quand les dernières neiges avaient fondu et que les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres. Le chef de chantier, Paul Blanc, un homme robuste d'une 50aine d'années avec une barbe grisonnante, établit son plan de démolition. Il fallait procéder avec précaution, car le mur de l'ancienne sacristie était mitoyen avec la partie principale de l'église qu'il fallait absolument préserver. Les travaux commencèrent le lundi 15 avril 1989. Le bruit des marteaux-piqueurs et des pelleteuses résonnait dans tout le village, perturbant la tranquillité habituelle de Saint-Nectaire. Certains habitants se plaignaient, mais la plupart comprenaient la nécessité de ces travaux. Le mercredi 17 avril, en milieu d'après-midi, un jeune ouvrier nommé Christophe Meunier travaillait à démolir un mur intérieur de l'ancienne sacristie. C'était un garçon de 22 ans, premier emploi sur un vrai chantier après avoir obtenu son CAP de maçon. Il maniait son marteau-piqueur avec l'enthousiasme de la jeunesse, faisant voler les morceaux de plâtre et de pierre. Soudain, l'outil s'enfonça dans un vide. Christophe arrêta la machine, surpris. Il s'approcha et constata que derrière le mur qu'il était en train de démolir se cachait un espace creux, une sorte de cavité qui n'aurait pas dû exister. « Monsieur Blanc » appela-t-il. « Venez voir ça !» Le chef de chantier s'approcha, intrigué. Avec précaution, ils élargirent l'ouverture, arrachant les plaques de plâtre et dégageant les briques. Une odeur de renfermé et de moisi s'échappa de la cavité. Quand l'ouverture fut suffisamment large, Paul Blanc dirigea le faisceau de sa lampe torche à l'intérieur. Ce qu'il vit le fit reculer d'un pas, le souffle coupé. « Mon Dieu !»
Dans cette cache murée depuis des décennies gisaient plusieurs objets. D'abord, éclatant même sous la poussière et la crasse de 28 années, le calice d'or. À côté, une étole sacerdotale violette soigneusement pliée, un missel relié de cuir et quelque chose d'autre qui fit battre le cœur de Paul Blanc plus vite, une vieille sacoche de médecin en cuir noir, fermée par une boucle de laiton. « Ne touchez à rien !» ordonna Paul à Christophe. « Allez immédiatement prévenir la mairie et la gendarmerie aussi. Je crois qu'on vient de retrouver quelque chose qui a un rapport avec le vieux curé disparu. » La nouvelle se répandit dans Saint-Nectaire avec la vitesse d'un feu de brousse. En moins d'une heure, la moitié du village était massée devant l'église, retenue par les barrières que les gendarmes avaient hâtivement installées. Le capitaine Jean Moreau, commandant de la brigade de gendarmerie de Issoire, arriva sur place à 16h30. C'était un homme méthodique dans la cinquantaine qui avait entendu parler du mystère du père François Lavigne toute sa carrière, mais n'avait jamais imaginé qu'il aurait un jour à rouvrir ce dossier. La cavité fut photographiée sous tous les angles, avant que quoi que ce soit ne soit déplacé. Puis, avec des gants, le capitaine Moreau sortit chaque objet un par un. Le calice d'or était intact, magnifique, même sous sa patine de poussière. Les pierres semi-précieuses brillaient encore. L'étole et le missel étaient en bon état, protégés par l'obscurité et la sécheresse relative de la cache. Mais c'est la sacoche qui attira toute l'attention. Le capitaine Moreau l'ouvrit avec précaution. Et l'intérieur, il trouva des instruments médicaux anciens, une seringue hypodermique en verre, plusieurs fioles dont certaines contenaient encore des liquides jaunis et surtout des documents. Des papiers d'identité au nom de François Lavigne datant de 1942. Une photo de jeune homme en uniforme allemand. Non, en y regardant de plus près, c'était un uniforme de la milice française, la police collaborationniste du régime de Vichy, et des lettres, des dizaines de lettres, certaines en français, d'autres en allemand. Le capitaine Moreau sentit ses mains trembler. Cette découverte allait tout changer, tout remettre en question sur qui était vraiment le père François Lavigne. Parmi la foule, Antoine Lavigne, maintenant âgé de 44 ans, observait la scène avec un sentiment croissant d'appréhension. Il n'avait pas vu ces objets depuis 28 ans, mais il les reconnaissait. Oh oui, il les reconnaissait parfaitement. L'annonce de la découverte fit la une de tous les journaux régionaux. Le mystérieux calice, retrouvé 28 ans après, titrait La Montagne. Nouveaux indices dans l'affaire du curé disparu, proclamait le journal d'Auvergne. Des journalistes affluèrent à Saint-Nectaire, transformant à nouveau le paisible village thermal en cirque médiatique. Mais ce qui intéressait vraiment les enquêteurs, c'était la sacoche et son contenu explosif. Le capitaine Moreau avait immédiatement contacté la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Un enquêteur spécialisé dans les crimes de guerre, le commandant Éric Valentin, fut détaché sur l'affaire. Les documents trouvés dans la sacoche révélaient une histoire que personne à Saint-Nectaire n'aurait pu imaginer. François Lavigne, avant de devenir prêtre, avait été médecin pendant l'occupation. Mais pas n'importe quel médecin. Les lettres retrouvées, une fois analysées et traduites, montraient qu'il avait travaillé dans un hôpital de Lyon contrôlé par les Allemands, où des expériences médicales avaient été menées sur des prisonniers. Son rôle exact restait flou. Certaines lettres suggéraient qu'il avait été forcé de participer, d'autres qu'il l'avait fait volontairement. Une chose était certaine, il avait été témoin d'horreur et peut-être complice. Après la libération, il avait changé d'identité, était entré au séminaire sous le nom légèrement modifié de François Lavigne, alors qu'il s'appelait en réalité François Lavigné, avec un accent aigu, et avait construit une nouvelle vie basée sur l'expiation et la rédemption. Cette révélation choqua profondément la communauté de Saint-Nectaire. Comment cet homme, qu'ils avaient tous aimé et respecté, avait-il pu cacher un tel passé? Les conversations au café du village devinrent passionnées et souvent amères. « Il nous a tous trompés », disait Marcel Chapelle avec colère. « Pendant 15 ans, il nous a fait croire qu'il était un saint homme, alors qu'il avait du sang sur les mains. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a fait, » répondait le père Gaillard, le curé actuel, essayant d'apaiser les tensions.
Peut-être a-t-il été contraint. Peut-être son sacerdoce était-il justement sa façon de racheter ses erreurs passées. Mais la question centrale demeurait: quel était le lien entre ce passé caché et la disparition? Le commandant Valentin commença une enquête approfondie, reprenant tous les éléments du dossier original. C'est lors d'un interrogatoire de routine qu'un détail crucial émergea. Le père Gaillard mentionnait qu'en 1961, peu avant sa disparition, le père François avait reçu la visite d'un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Comment savez-vous cela ?» demanda Valentin. « C'est Marguerite Fontaine qui me l'avait dit avant sa mort, elle avait trouvé ça étrange. » Un homme bien habillé dans les 60 ans, avec un accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. Il était venu au presbytère début juin, et il était resté enfermé avec le père François pendant plus de 2 heures. Cette information n'était pas dans le dossier original. L'inspecteur Lambert n'en avait jamais eu connaissance. Valentin sentit qu'il tenait là un élément crucial. Les recherches dans les archives permirent d'identifier cet homme, Wilhelm Hartmann, un ancien officier SS qui avait échappé au procès de Nuremberg et vivait sous une fausse identité en Argentine. En 1960, les chasseurs de nazis intensifiaient leurs efforts. Hartmann, craignant d'être découvert, avait commencé à contacter d'anciens complices pour s'assurer de leur silence. Les lettres trouvées dans la sacoche prouvaient que Hartmann et François Lavigne s'étaient connus pendant la guerre. Hartmann était venu à Saint-Nectaire pour, quoi? Menacer le prêtre? Lui demander de l'aide? Ou peut-être pour lui proposer de l'argent en échange de son silence? Valentin retrouva la trace de Hartmann. L'homme était mort en Argentine en 1983, emportant ses secrets dans la tombe. Mais l'enquêteur découvrit autre chose. Hartmann avait retiré une somme importante de sa banque en mai 1961, juste avant son voyage en France. La reconstitution des événements commençait à prendre forme, mais il manquait encore des pièces essentielles du puzzle. C'est alors que Valentin décida d'interroger à nouveau Antoine Lavigne, de manière beaucoup plus approfondie, cette fois. L'homme de 44 ans fut convoqué au commissariat de Clermont-Ferrand. Pendant des heures, Valentin le pressa de questions sur son oncle, sur sa vie au presbytère, sur tout ce qu'il pouvait se rappeler de cette période. Antoine résista longtemps. Puis, épuisé, émotionnellement brisé par le poids d'un secret qu'il portait depuis 28 ans, il s'effondra. « D'accord, » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Je vais tout vous dire, mais vous devez comprendre, j'avais 16 ans, j'étais terrifié. Et j'aimais mon oncle, malgré tout. Ce qu'Antoine révéla cette nuit-là allait enfin élucider le mystère du père François Lavigne. Tout a commencé le 3 juin 1961, commença Antoine, sa voix tremblante. Je suis rentré plus tôt que prévu au presbytère. J'avais dit à mon oncle que je passais la journée à Clermont avec des amis, mais en réalité, j'avais été renvoyé du lycée pour une bagarre. J'avais peur de sa réaction, alors je suis resté dans ma chambre toute l'après-midi sans faire de bruit. Il s'arrêta, prit une gorgée d'eau, ses mains tremblaient. Vers 16 heures, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Un homme. J'ai écouté à travers le plancher. C'était un étranger qui parlait français avec un accent allemand très marqué. Il a dit qu'il s'appelait Wilhelm et qu'il devait parler à François de toute urgence. Mon oncle l'a fait entrer dans son bureau. « Vous avez entendu leur conversation ?» demanda Valentin. « Pas tout, mais assez. L'homme, Hartmann, il faisait du chantage à mon oncle. Il disait qu'il savait tout sur son passé pendant la guerre, qu'il avait des preuves, des documents qui le liaient aux expériences médicales menées à Lyon. Il menaçait de tout révéler si mon oncle ne lui donnait pas d'argent et ne l'aidait pas à fuir en Amérique du Sud. Comment a réagi votre oncle ? Il a pleuré, je l'ai entendu pleurer comme un enfant. Il disait que ce qu'il avait fait pendant la guerre le hantait chaque nuit, qu'il avait essayé de se racheter en devenant prêtre, en aidant les gens. Mais Hartmann se fichait de tout ça. Il voulait 50 000 francs, une fortune à l'époque. Antoine se couvrit le visage de ses mains. Mon oncle n'avait pas cet argent. L'église était pauvre. Alors Hartmann lui a donné 2 semaines pour trouver la somme. Sinon, il irait voir les autorités. Mon oncle était détruit. Cette nuit-là, je suis descendu le voir.
Il était effondré sur son bureau. Je lui ai dit que j'avais tout entendu. Comment a-t-il réagi? Il m'a regardé avec des yeux tellement tristes, et il m'a tout raconté, tout. Comment, pendant l'occupation, frais émoulu de l'école de médecine, il avait été recruté par les Allemands pour travailler dans un hôpital de Lyon. Au début, il faisait juste de la médecine normale. Puis, on l'a forcé à assister à des expériences sur des prisonniers. Il dit qu'il a essayé de refuser, mais ils ont menacé de tuer sa famille. Alors, il a obéi, il a assisté, il a pris des notes, il a été complice. Après la libération, il a changé d'identité et est entré au séminaire. Il pensait que Dieu lui pardonnerait s'il consacrait le reste de sa vie à aider les autres. Mais maintenant, Hartmann allait tout détruire. Valentin hocha la tête. Et le jour de la disparition, Antoine prit une profonde inspiration. Le 20 juin au matin, Hartmann est revenu. J'étais là, caché dans l'escalier. Il voulait son argent. Mon oncle lui a dit qu'il n'avait pas pu réunir la somme. Hartmann est devenu furieux. Il a dit qu'il allait immédiatement informer les autorités. Mon oncle l'a supplié d'attendre, juste quelques jours de plus. Hartmann a ri, un rire horrible, froid. Il a dit qu'il attendrait jusqu'au soir, pas une minute de plus, puis il est parti. Mon oncle était anéanti. Il m'a regardé et m'a dit « Antoine, pardonne-moi pour ce que je vais faire, mais je ne peux pas laisser la honte s'abattre sur toi et sur cette paroisse qui m'a accueilli. » Les larmes coulaient librement maintenant sur le visage d'Antoine. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Il ne m'a pas répondu. Il est monté dans sa chambre et en est redescendu avec sa vieille sacoche de médecin, celle qu'il gardait au fond de son armoire. Je ne savais même pas qu'il l'avait conservée. Il l'a ouverte et en a sorti une fiole. Du cyanure, il m'a dit, un reste de la guerre qu'il gardait, je ne sais pas pourquoi. Valentin se pencha en avant. Il comptait se suicider? Oui, mais pas n'importe comment. Il avait tout planifié. Il allait disparaître pendant la procession, laisser croire à un enlèvement ou à une fuite. Comme ça, la honte ne retomberait pas sur la paroisse. Les gens le chercheraient, mais ils ne le trouveraient jamais, et Hartmann ne pourrait rien prouver sans lui. Mais comment comptait-il disparaître au milieu d'une foule? C'est là que j'interviens, dit Antoine, sa voix à peine audible. Il m'a demandé de l'aider. J'ai dit non d'abord, mais il m'a supplié. Il m'a dit que c'était la seule façon, que si je l'aimais vraiment, je l'aiderais à sauver son honneur et celui de notre famille. Antoine prit encore quelques instants avant de continuer. Le plan était simple. Pendant la procession, quand elle passerait devant la vieille tannerie, il entrerait discrètement par la porte latérale. J'avais déjà préparé les choses. J'avais forcé le cadenas quelques jours avant et l'avais refermé de manière qu'il semblerait toujours fermé de l'extérieur. À l'intérieur, dans la cave, j'avais préparé tout ce qu'il fallait. Mon rôle était de créer une diversion au bon moment. Les enfants de chœur qui trébuchent, ce n'était pas un accident. J'avais attaché une ficelle fine à travers la rue, à hauteur de cheville. Personne ne l'a vu. Quand mon oncle est passé à côté de la tannerie, j'ai tiré sur la ficelle. Les enfants ont trébuché. Pendant ces quelques secondes de confusion, mon oncle s'est glissé par la porte latérale. J'ai récupéré la ficelle et je me suis éclipsé. Vous étiez donc présent à la procession? Oui, mais à l'arrière, mélangé dans la foule. Personne ne m'a remarqué. Après avoir créé la diversion, je suis parti par une ruelle parallèle et j'ai couru jusqu'à la tannerie par derrière. Mon oncle m'attendait dans la cave. La voix d'Antoine se brisa complètement. Il m'a embrassé sur le front. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il était désolé de me faire porter ce fardeau. Puis il a bu le contenu de la fiole. Ça a été rapide. Quelques secondes de convulsion, puis plus rien. Il est mort dans mes bras. Un silence lourd emplit la salle d'interrogatoire. Valentin laissa Antoine pleurer pendant quelques minutes avant de reprendre. Qu'avez-vous fait ensuite? J'avais tout préparé selon ses instructions. Dans la cave de la tannerie, il y avait une vieille fosse à chaux, datant de l'époque où le bâtiment fonctionnait encore. Mon oncle m'avait expliqué que la chaux vive dissoudrait tout. J'ai mis son corps dedans. Avec le calice, sa sacoche, tout ce qui aurait pu prouver son identité ou révéler son passé. Pourquoi avez-vous conservé ces objets alors? Je n'ai pas pu. Au dernier moment, j'ai sorti la sacoche et le calice de la fosse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était les dernières traces de lui.
J'ai recouvert la fosse, j'ai nettoyé la cave, et je suis sorti par la porte arrière que j'ai refermée et reverrouillée de l'extérieur. Et ensuite, j'ai attendu. J'ai attendu que tout le village soit concentré devant l'église, cherchant mon oncle. Dans la nuit, je suis retourné à l'église. J'avais une clé de la sacristie que mon oncle m'avait donnée des années auparavant. Je suis entré, j'ai pris le calice et la sacoche, et je les ai cachés dans le mur de la vieille sacristie. Il y avait un espace creux que nous avions découvert par accident quelques mois plus tôt en déplaçant un meuble. J'y ai mis les objets, j'ai rebouché l'ouverture avec du plâtre et du mortier que j'avais pris dans la remise, et j'ai replacé les panneaux de bois devant. Personne n'aurait jamais regardé là. Pourquoi ne pas les avoir détruits tout simplement? Antoine leva vers Valentin des yeux rougis. Parce que c'était tout ce qui me restait de lui. Parce que je ne pouvais pas effacer complètement son existence. Et puis, l'incendie de 1963 a condamné cette partie de l'église. J'ai pensé que les objets resteraient là pour toujours, enterrés avec le secret. Et Hartmann, je ne l'ai jamais revu. Je suppose qu'il est reparti quand il a compris que mon oncle avait disparu. Sans le prêtre, il n'avait aucune preuve de ses accusations. J'ai vécu 28 ans avec ce secret. Chaque jour, chaque nuit, j'ai porté le poids de ce que j'avais fait. Valentin se laissa aller contre le dossier de sa chaise. L'histoire était terrible, tragique, mais elle avait le mérite de la cohérence. Elle expliquait tout, la disparition impossible, l'absence de traces, le calice caché. Une dernière question, Antoine. Marguerite Fontaine, savait-elle quelque chose? Oui, admit Antoine. Pas tout, mais elle avait des soupçons. Elle avait vu mon oncle avec sa sacoche le matin de la disparition, et elle savait que ce n'était pas normal. Avant de mourir, elle voulait me dire quelque chose, mais elle n'en a pas eu le temps. Je pense qu'elle avait compris, ou au moins deviné une partie de la vérité. La révélation d'Antoine Lavigne secoua Saint-Nectaire jusqu'au plus profond de son âme collective. Le mystère qui avait hanté le village pendant 28 ans était enfin résolu, mais la vérité était bien plus complexe et troublante que n'importe quelle théorie qu'on avait pu imaginer. Le commandant Valentin fit exhumer la fosse à chaux de l'ancienne tannerie. Comme l'avait prédit le père François, la chaux vive avait fait son œuvre. Il ne restait pratiquement rien, juste quelques fragments d'os impossibles à identifier formellement sans analyse ADN, une technologie qui n'existait pas vraiment en 1961. Néanmoins, des analyses scientifiques confirmèrent qu'il s'agissait bien de restes humains datant approximativement de la période concernée. Le cas posait un dilemme juridique complexe. Antoine Lavigne avait aidé son oncle à se suicider et avait dissimulé un corps. Mais il était mineur à l'époque des faits, et les circonstances étaient extraordinaires. Le procureur, après consultation avec ses supérieurs et considération de tous les éléments, décida de ne pas poursuivre Antoine. Trop de temps s'était écoulé, et l'homme avait déjà payé un prix terrible en portant ce secret pendant près de 30 ans. L'Église catholique ouvrit sa propre enquête sur François Lavigne. Les archives de Lyon furent fouillées. Des témoignages d'anciens prisonniers de guerre furent recherchés. La vérité qui émergea était nuancée. François Lavigne avait bien été impliqué dans des actes répréhensibles pendant l'occupation, mais son rôle exact restait débattu. Certains survivants témoignèrent qu'il avait essayé, dans la mesure du possible, de minimiser les souffrances des prisonniers. D'autres affirmèrent qu'il était un collaborateur volontaire. La vérité, comme souvent, se trouvait probablement quelque part entre les deux. L'évêque de Clermont-Ferrand déclara dans un communiqué officiel « François Lavigne fut un homme qui commit des erreurs terribles dans sa jeunesse, entraîné par les circonstances extraordinaires de la guerre. Son sacerdoce représentait une sincère tentative de rédemption. Nous ne pouvons ni excuser ses actes passés, ni ignorer les 15 années de service dévoué qu'il offrit à la communauté de Saint-Nectaire. Nous laissons le jugement final à Dieu. » Le calice fut rendu à la paroisse lors d'une cérémonie sobre. Il fut décidé qu'il serait exposé dans un petit musée paroissial, nouvellement créé, accompagné d'une plaque explicative, racontant toute l'histoire, sans édulcoration ni condamnation excessive. La vérité,
aussi difficile soit-elle, méritait d'être connue. Pour Antoine Lavigne, la révélation du secret fut à la fois une libération et un nouveau fardeau. Sa femme et ses enfants eurent du mal à accepter ce qu'il avait fait, même s'ils comprenaient les circonstances. Pendant des mois, Antoine suivit une thérapie pour traiter le traumatisme qu'il portait depuis si longtemps. 1 an après la révélation, en avril 1990, Antoine retourna à Saint-Nectaire pour la première fois depuis l'affaire. Le village l'accueillit avec un mélange de curiosité et de compassion. Beaucoup le jugeaient, mais d'autres comprenaient le dilemme impossible auquel il avait été confronté à 16 ans. Il se rendit à l'église où le père Gaillard l'attendait. Ensemble, ils prièrent devant l'autel où le père François avait célébré tant de messes. Puis Antoine visita le petit musée où le calice était exposé. Il resta longtemps devant la vitrine, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Est-ce que j'ai bien fait ?» demanda-t-il au père Gaillard. « Est-ce que j'aurais dû refuser de l'aider? Le laisser affronter son passé ?» Le vieux prêtre posa une main sur l'épaule d'Antoine. « C'est une question à laquelle personne ne peut répondre à votre place. Vous étiez un enfant placé dans une situation impossible par un homme que vous aimiez. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste sur le moment. C'est tout ce qu'on peut demander à un être humain. » La communauté de Saint-Nectaire dut également faire face à ses propres questions. Comment avaient-ils pu ne rien voir du tourment de leur curé pendant 15 ans? Pourquoi personne n'avait remarqué les signes de son passé troublé? Et surtout, comment juger un homme qui avait été à la fois coupable et repentant, pécheur et saint? Le docteur Mercier, maintenant un vieil homme de plus de 90 ans, admit avec une humilité rare chez lui: « J'ai passé ma vie à croire que tout pouvait être expliqué par la raison, que Dieu était une invention pour les faibles. Mais cette histoire me montre que la nature humaine est infiniment plus complexe que mes certitudes. » François Lavigne était un homme, ni ange ni démon, juste un homme essayant de vivre avec ses erreurs. Peut-être que c'est là le vrai mystère de l'existence. Les chapelles cessèrent de vendre leurs souvenirs morbides. Marcel admit qu'ils avaient profité de manière indécente d'une tragédie humaine. Leur boutique redevint ce qu'elle aurait toujours dû être: un simple commerce de village, lieu de rencontre et d'échange. Vincent Arnaud, l'ancien instituteur maintenant à la retraite, incorpora l'histoire dans ses conférences sur l'histoire locale. Mais il le faisait avec respect et nuance, insistant sur les leçons morales complexes que l'affaire enseignait sur le pardon, la rédemption et les choix impossibles que la vie nous force parfois à faire. Une nouvelle pierre tombale fut érigée dans le cimetière de Saint-Nectaire. Elle portait l'inscription « François Lavigne, 1919-1961 ». Prêtre de cette paroisse, homme imparfait en quête de rédemption, que son âme trouve enfin la paix qu'il cherchait. Le jour de l'inauguration de cette pierre tombale, le 20 juin 1990, exactement 29 ans après la disparition, presque tout le village était présent. Même ceux qui jugeaient sévèrement François Lavigne vinrent, parce qu'au fond, chacun comprenait qu'il aurait pu être n'importe lequel d'entre eux dans d'autres circonstances. Antoine Lavigne prononça quelques mots simples. « Mon oncle n'était pas parfait. Il a fait des choses terribles dans sa jeunesse, poussé par la peur et la faiblesse. Mais il a passé le reste de sa vie à essayer de les racheter. Il a aidé des centaines de personnes, apporté du réconfort à des milliers. Le bien qu'il a fait efface-t-il le mal? Je ne sais pas, mais je sais qu'il mérite notre compassion, autant que notre jugement. » Les années qui suivirent virent Saint-Nectaire retrouver progressivement sa tranquillité. Le mystère du curé disparu cessa d'être une attraction macabre pour devenir partie intégrante de l'histoire complexe et riche du village. Des historiens vinrent étudier l'affaire. Des psychologues l'utilisèrent comme cas d'étude sur le traumatisme et le secret. Des théologiens débattirent des questions de péché et de rédemption qu'elle soulevait. Le calice continua à briller dans sa vitrine du musée paroissial, témoin silencieux d'une époque où un homme avait choisi de disparaître plutôt que de voir son passé détruire tout ce qu'il avait essayé de construire. Les visiteurs venaient le regarder, attirés non plus par le sensationnalisme,
mais par la profonde humanité de l'histoire qu'il incarnait. Antoine Lavigne vécut encore de nombreuses années, réconcilié avec sa famille et avec lui-même. Il revint régulièrement à Saint-Nectaire, non plus comme le porteur d'un terrible secret, mais comme un homme qui avait traversé l'épreuve et en était sorti avec une compréhension plus profonde de la fragilité et de la force de l'esprit humain. Avant sa mort, en 2015, à l'âge de 70 ans, il écrivit un livre intitulé « Le secret du calice », où il raconta toute l'histoire dans ses moindres détails. Le livre devint un succès inattendu, non pas pour son aspect sensationnel, mais pour l'honnêteté brutale avec laquelle il explorait les zones grises de la moralité humaine. Ce cas nous montre comment les erreurs du passé peuvent nous hanter pendant des décennies, comment un seul moment de faiblesse peut définir toute une vie, mais aussi comment même dans les situations les plus sombres, les êtres humains cherchent la rédemption et le pardon. François Lavigne n'était ni un héros ni un monstre, juste un homme qui a fait des choix terribles, puis a passé 15 ans à essayer de les racheter. Antoine Lavigne n'était ni un criminel ni un saint, juste un adolescent qui a aimé son oncle, assez pour porter son secret pendant 28 ans. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait le même choix à la place d'Antoine? Le père François méritait-il le pardon ou la condamnation? Avez-vous remarqué les indices subtils tout au long de cette histoire qui pointaient vers la vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans un des mystères les plus troublants de l'histoire française moderne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a fait réfléchir sur la nature humaine, le poids des secrets et les limites du pardon. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux cas complexes qui explorent les profondeurs de l'âme humaine.